Bonjour chers élèves, on continue notre voyage. À présent, c'est la capsule 2. On va traiter ce qu'on peut appeler la représentation analytique d'un plan ou d'une droite dans l'espace. Alors, représenter analytiquement une droite ou un plan de l'espace, c'est les caractériser par des relations algébriques, par des équations. On va voir à quoi ça ressemble. Commençons par la droite. Alors, une droite est bien définie dans l'espace lorsqu'on connaît l'un de ces points, on connaît les coordonnées de l'un de ces points qui peut être n'importe où sur la droite et les coordonnées de l'un de ces vecteurs directeurs. Le vecteur directeur qui caractérise la direction de la droite. Alors, si on connaît ces deux éléments-là, un certain point M ayant des coordonnées x, y, z, des coordonnées générales de l'espace, va appartenir à cette droite-là si et seulement si. Alors, si on prend un certain point M sur la droite, n'importe où sur la droite, que ce soit là ou là, on va voir que le vecteur AM aura toujours la même direction que le vecteur U. Pas nécessairement le même sens, mais la même direction. Donc, les deux vecteurs vont être collinéaires. AM et U vont être collinéaires, c'est-à-dire en la même direction. Comment exprimer cette collinéarité? On va l'exprimer par le fait que vous connaissez depuis le tronc commun, c'est que le vecteur AM peut s'écrire sous la forme T fois U, où T est un nombre réel. Voilà, égalité vectorielle qu'on peut traduire par les coordonnées. Alors, deux vecteurs égaux auront les mêmes coordonnées. L'abscisse de AM, donc, c'est x moins xa. C'est l'abscisse de M moins l'abscisse de A, qui va être égale à l'abscisse de TU, c'est-à-dire T fois l'abscisse de U, c'est alpha fois T, ou bien T fois alpha. Puis, l'ordonnée Y moins YA va être égale à bêta fois T. Puis, finalement, Z moins ZA est égal à gamma fois T. Les coordonnées de AM, on prend ceux de M moins ceux de A. Les coordonnées de TU, c'est T fois les coordonnées de U. Puisque les deux vecteurs sont égaux, on aura ces égalités-là. Et en faisant passer le XA, YAZ de l'autre côté, on aura un système du genre XA plus alpha fois T, Y égale à YA plus bêta fois T, et Z égale à ZA plus gamma fois T, où T est un paramètre réel. Et c'est ce qu'on appelle, ce système-là, est ce qu'on appelle une représentation paramétrique d'une droite, de la droite dans l'espace. On peut bien remarquer rapidement que cette représentation paramétrique ne va pas être unique, puisqu'elle dépend du point choisi. On peut choisir plusieurs points sur la droite. Donc, ça dépend du point choisi et ça dépend aussi des coordonnées du vecteur directeur qu'on choisit aussi, puisqu'il y a une infinité de vecteurs directeurs de la droite. Donc, elle n'est pas unique. Bien, en remarquant, en observant cette représentation paramétrique, on voit bien ici la présence des coordonnées du point appartenant à la droite et ici la présence des coordonnées du vecteur directeur de la droite. Donc, il est bien simple, en connaissant les coordonnées du point et ceux du vecteur directeur, on peut facilement donner la représentation, une représentation paramétrique de la droite. Si par exemple, mon vecteur directeur a des coordonnées 1, 5, 2, et mon point A a des coordonnées moins 1, 0, 3, et bien comment va être cette représentation paramétrique? X égale, Y égale, Z égale. Alors, on mettra les coordonnées du point, à savoir moins 1, 0 et 3, auxquelles on va ajouter T fois les coordonnées du vecteur. T fois les coordonnées du vecteur, à savoir 1 fois T, 5 fois T et 2 fois T. Et comme ça, on a facilement la représentation, bien une représentation paramétrique de la droite. Sauf que lorsqu'on nous demande cette représentation, il est toujours préférable de rappeler l'équivalence de départ.
Il faut rappeler l'équivalence de départ et puis on peut bien donner cette représentation paramétrique. Donc, je vais écrire ici comme premier point qu'un point M de coordonnées x, y, z va appartenir à la droite dont on parle ici, la droite qui passe par A et qui est dirigée par U, c'est équivalent à écrire que le vecteur AM est égal à T fois le vecteur U, où T est un paramètre réel. Ce qui est équivalent donc, en écrivant donc cette équivalence-là, on rappelle l'origine de la chose, on peut bien écrire ici notre représentation paramétrique, à savoir XA plus T fois alpha, c'est XA plus T fois alpha, puis Y qui va être égal à YA plus T fois bêta, pardon, c'est YA plus T fois bêta, et finalement Z qui va être égal à ZA plus T fois gamma, c'est ZA plus T fois gamma, où T est un paramètre réel. Et c'est ce qu'on appelle une représentation paramétrique de la droite et qui dépend bien sûr du point choisi et du vecteur directeur choisi. Bien, alors une fois ayant cette représentation paramétrique, à quoi va-t-elle servir? C'est ce qu'on va voir ici. Donc si on définit une certaine droite D par une de ces représentations paramétriques, par exemple 2 moins 3t, y par exemple 1 plus t, et z 5 moins t par exemple. Alors déjà de là, on peut déterminer le nombre de points qu'on veut de la droite. Donc il suffit, si on veut, on a la droite D, si on veut déterminer des points sur cette droite-là, il suffit de remplacer ce paramètre T. On remplace T par ce qu'on veut, on obtient des points de la droite. Si par exemple, je donne T1, alors ça va m'impliquer que X est égal à moins 1, que Y est égal à 2 et que Z est égal à 4. Eh bien, le point B, par exemple, de coordonnées moins 1, 2, 4, appartient bien à la droite. Et si je veux d'autres points, je change la valeur de T. Aussi, je peux de cette représentation paramétrique déduire un vecteur directeur de la droite. C'est les coefficients du paramètre T. Donc, un des vecteurs directeurs de cette droite-là, c'est moins 3, 1, moins 1. Donc, facilement, on peut déduire un des vecteurs directeurs de la droite T. Les autres vecteurs directeurs vont être collinéaires avec celui-là. Ça peut bien servir à autre chose, c'est de vérifier si un point appartient à cette droite. Si par exemple, on nous donne la question suivante, est-ce que le point E de coordonnée 1, moins 1, 1, appartient-il à la droite D? Si on cherche à vérifier si un point appartient à la droite D. Alors, ce qu'on fait, on va supposer qu'il appartient à la droite D. Donc, le fait qu'il appartienne à la droite D, donc ces coordonnées-là vont vérifier ce système. Ça nous donnera donc la possibilité d'écrire. On remplacera X par 1, qui va être égal à 2 moins 3t. On remplacera Y par moins 1, qui va être égal à 1 plus t. Puis on remplacera Z par 1, qui va être égal à 5 moins t. Et de là, on peut donc déduire le t, 3t, donc c'est 1, puis t là, c'est moins 2, ici c'est t, c'est 5 moins 1, c'est 4. Et là, t, c'est donc 1 tiers. Alors, ce qui est impossible, car 1 tiers, par exemple, est différent de moins 2. On ne peut pas avoir une variable, un réel qui va être égal à la fois à 1 tiers et à moins 2 et à 4. Si le point E appartenait à la droite T, on aurait trouvé ici la même valeur de T. Lorsqu'on trouve des valeurs différentes, eh bien c'est une contradiction puisqu'on ne peut pas avoir à la fois une grandeur égale à des nombres différents. D'où on va déduire donc que notre point E n'appartient pas à la droite T. Donc, ce qu'on va écrire ici, à quoi va servir cette représentation paramétrique?
cette représentation paramétrique donc va servir alors, première chose, c'est déterminer des points de la droite. Ça peut aussi servir à déterminer des vecteurs directeurs de la droite D. Et aussi finalement, ça peut servir à vérifier si un point est sur la droite. Donc, ça peut bien servir à faire ces choses-là. Donc, voilà comme petit bilan. Il faut bien savoir, donc, déterminer une représentation paramétrique d'une certaine droite. Je rappelle qu'il est toujours préférable de rappeler l'équivalence de départ pour arriver à cette représentation paramétrique. Et bien sûr que, ayant cette représentation paramétrique, on peut déduire les points qu'on veut, vecteur du vecteur. On peut vérifier si un point appartient ou non à une droite. Bien. Passons maintenant à une autre façon de représenter la droite dans l'espace. C'est ce qu'on appelle une représentation cartésienne. Alors, on a dit tout à l'heure que, on va revenir à l'équivalence de départ, c'est que un certain un certain point M de l'espace ayant les coordonnées x, y, z va appartenir à la droite si et seulement si le vecteur AM et U vont être collinéaires. Alors, cette collinéarité qu'on a exprimée dans la première méthode de cette façon-là, maintenant, on va l'exprimer d'une autre façon. C'est ce qu'on a vu dans la capsule 1, c'est que le produit vectoriel AMU va être égal au vecteur nul. Ça, on le sait d'après la capsule 1. Deux vecteurs sont collinéaires si seulement si leur produit vectoriel est nul. Alors, un produit vectoriel nul, ça veut dire des coordonnées nulles. Quelles sont les coordonnées de ce produit vectoriel? J'ai mes coordonnées, les coordonnées du vecteur AM, c'est x moins xa, y moins ya, et z moins za. Et j'ai les coordonnées du vecteur U, c'est alpha, bêta, gamma. Alors, il est égal à quoi ce produit vectoriel? C'est, en écrivant, c'est donc le déterminant fois I, moins déterminant fois J, plus déterminant fois K. Alors, le déterminant qu'on mettra ici, en éliminant les abscisses, là c'est Y moins YA, et là c'est Z moins ZA, ici c'est bêta gamma. Puis, le deuxième déterminant, c'est X moins XA, Z moins ZA, et là c'est alpha gamma. Troisième déterminant, c'est X moins XA, Y moins YA et alpha bêta. Alors, le fait que ce produit vectoriel soit égal au vecteur nul, ça veut dire que ces trois coordonnées doivent être égales à 0. La première coordonnée, voyez bien, Y moins YA, bêta, Z moins ZA, gamma va être égal à 0, va impliquer ici que gamma, facteur de Y moins YA, moins bêta, facteur de Z moins ZA, va être égal à 0. Donc, en faisant passer ce terme-là de l'autre côté, on aura une égalité comme ça. Et je vais diviser par bêta, je divise, donc j'aurai Y moins YA sur bêta, va être égal à Z moins ZA sur gamma. Voilà, c'est l'égalité qu'on va retenir. Donc on a, je vais écrire donc ici, voilà,
Donc, y moins YA sur bêta va être égal à Z moins ZA sur gamma. Passons maintenant à la deuxième coordonnée. Alors, on a exprimé le fait que la première coordonnée soit égale à 0. Si maintenant on exprime que la deuxième coordonnée est égale à 0, en multipliant par moins, ça va s'éliminer ce moins-là. On aura donc gamma facteur de x moins xa moins alpha facteur de z moins za va être égal à 0. Et en déplaçant de l'autre côté, donc on aura une égalité comme ça. Puis en divisant par alpha et en divisant par gamma, x moins xa sur alpha égale à z moins za sur gamma. Et c'est la deuxième égalité donc qu'on va retenir. C'est que x moins xa sur alpha est égal à z moins za sur gamma. Et finalement, la troisième coordonnée, en écrivant que la troisième coordonnée va être égale à 0, on aura bêta facteur de x moins xa égale à alpha facteur de y moins ya, et puis en divisant, x moins xa sur alpha est égal à y moins ya sur bêta. Et on a la troisième égalité, x moins xa sur alpha égale à y moins ya sur bêta. Mais vous voyez bien que cette dernière égalité, on peut la déduire de ces deux-là. Le fait qu'on a ici le même terme, ils vont donc être égaux entre eux. Sauf que, pour pouvoir diviser, pour pouvoir faire les différentes divisions qu'on a citées, il faut que alpha et bêta et gamma soient non nuls. Donc sinon, on n'aura pas la possibilité de diviser. Et bien c'est ce qu'on appelle une représentation cartésienne de la droite. On va écrire la chose suivante. Donc je vais écrire ici que un point M de coordonnées x, y, z va appartenir donc à la droite D si et seulement si, alors AM vectoriel U égale au vecteur nul. Alors, premier cas, si alpha différent de 0, bêta différent de 0 et gamma différent de 0, on aura ce qu'on appelle un système d'équations cartésiennes de la droite. Je vais écrire donc x moins xa sur alpha, vous voyez bien, x de m moins xa qu'on divise par alpha va être égal à y moins ya sur bêta. Le y moins le ya qu'on divise par bêta. Et dans la deuxième équation, y par exemple moins ya sur bêta va être égal à la troisième z moins za sur bêta. Et c'est ce qu'on appelle un système d'équations cartésiennes de la droite. Alors, on peut aussi facilement l'avoir en partant du point et du vecteur. Je mettrai x moins xa sur alpha égale à y moins ya sur bêta. Et ou bien je vais répéter ce terme, ou bien celui-là, ça revient au même. X moins xa sur alpha égale à z moins za sur gamma. Mais bien sûr, ça suppose que alpha, bêta, gamma sont non nuls. Qu'est-ce qui se passe si l'un est non nul? Par exemple, le deuxième cas, si par exemple l'un est nul, alpha 0, bêta différent de 0 et gamma est différent de 0, et bien là, je reviens donc à la première coordonnée pour un peu voir ce que ça va donner. Si le alpha était égal à 0, alors le alpha il est là. Donc on aura la deuxième coordonnée, gamma facteur de x moins xa moins 0 égale à 0. Alors le gamma étant non nul, on peut diviser par gamma, on aura x égale à xa. Donc, cette égalité-là, voilà, donc la deuxième, c'est ça, cette égalité-là va être remplacée par x égale à xa. Et l'autre égalité ici, la troisième coordonnée, donc va être de la façon suivante,
on aura la même chose, on va avoir la même chose, bêta fois x moins xa égale à alpha fois C0, donc bêta étant non nul, on aura aussi x égale à xa. Ce qui fait cette égalité va être toujours correcte, et là, celle-là va être représentée par x égale à a. Donc si alpha est égal à 0, on aura notre système d'équation cartésienne sous la forme x égale à xa, et l'autre restera de même sur bêta égale à z moins za sur bêta. Et on peut bien s'amuser à faire tous les autres cas en faisant la même chose. On n'insiste pas trop puisque dans l'espace, il est plus pratique de caractériser une droite par sa représentation paramétrique. Donc c'est bien facile à manipuler, sauf que on doit bien connaître le principe qui nous permet d'avoir le système d'équation cartésienne d'une droite dans l'espace. Bien, donc ici, bien sûr, je vous laisse le soin donc de terminer les autres cas. Ça va être de même. Bien, alors, passons maintenant au plan. Un plan est bien défini dans l'espace lorsqu'on connaît ou bien deux de ces vecteurs directeurs et un point, comme le cas ici, on connaît un point A et deux de ces vecteurs directeurs, parce qu'un plan n'est pas caractérisé par un seul vecteur directeur, puisqu'il a deux dimensions. Bien sûr, il demande la présence de deux vecteurs non collinéaires, bien sûr, ils ne doivent pas être collinéaires. Donc, un couple de vecteurs non collinéaires, c'est ce qu'on appelle deux vecteurs directeurs d'un plan dans l'espace. Et un point du plan. Donc, toujours le point A, on le prend avec des coordonnées connues, xa, ya, za. U, on le prend avec des coordonnées connues, alpha, bêta, gamma. Et V, on le prend avec des coordonnées connues, alpha prime, bêta prime, gamma prime. Alors, là aussi, pour qu'un point M de coordonnées, x, y, z appartiennent au plan P, c'est équivalent à quoi? Un certain point M qu'on va choisir sur le plan. Alors, pour un peu simplifier, par exemple, un certain point ici, M, pour qu'il appartienne au plan, remarquez-le, il faut que les trois vecteurs U et V et AM soient collinéaires. Supposons par exemple qu'on a nos deux vecteurs U et V, notre plan il est là. Alors, si je souhaite pour que M soit dans le plan, il faut que le vecteur AM soit de cette façon-là, ou bien sur cette partie-là, ou bien autre partie. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que les trois vecteurs soient coplanaires. Parce que si ce vecteur est de cette façon-là, alors le M ne va pas appartenir au plan. Donc, pour que M appartienne au plan, il faut que les trois vecteurs, à savoir le vecteur AM qu'on a ici, le vecteur U et le vecteur V doivent être coplanaires, c'est-à-dire qu'ils appartiennent tous à un même plan. On peut les mettre dans un même plan. Donc, ils doivent être tous dans un même plan. Alors, on rappelle le programme de l'année dernière. Comment on exprime que trois vecteurs sont coplanaires? C'est qu'en écrivant l'un en fonction des deux autres. Donc, un peu en analogie avec la collinéarité, ces trois vecteurs vont être coplanaires si et seulement si le vecteur AM va pouvoir s'écrire en fonction de ces deux-là. C'est-à-dire un T fois U plus un K fois V. C'est comme ça qu'on caractérise le fait d'être coplanaire. Trois vecteurs sont coplanaires lorsque l'un va s'écrire en fonction des deux autres. T et K vont être des paramètres réels. Alors, encore une fois, en traduisant cette égalité, en utilisant des coordonnées, donc l'abscisse de AM va être égale à T fois l'abscisse de U plus K fois l'abscisse de V. L'ordonnée de AM va être égale à T fois l'ordonnée de U plus K fois l'ordonnée de V. Et la cote de AM va être égale à T fois la cote de U plus K fois la cote de V. Alors, comme ça, on va arriver à un système un peu ressemblant à celui-là. Donc, je vais écrire
en rappelant toujours l'équivalence de départ, qu'un point M de l'espace X, Y, Z va appartenir au plan P si et seulement si le vecteur AM va s'écrire T fois U plus K fois V. Je vais écrire à la fin que T et K sont des paramètres réels. Donc, je vais mettre ici T appartenant à R et K appartenant à R. Ça va être équivalent à, là on peut passer au système qui va être dit représentation paramétrique du plan. Un peu en analogie avec ce qu'on a vu pour la droite et ce qu'on a dit ici. Donc, ici on aura le point du plan, c'est XA, YA, ZA, le point appartenant au plan, ayant des coordonnées connues, plus T fois l'abscisse de U, plus K fois l'abscisse de V. L'abscisse de U, puis l'abscisse de V. Puis Y, c'est YA plus T, l'ordonnée de U, bêta, plus K fois l'ordonnée de V. Vous voyez bien, XA plus T fois alpha, plus K fois alpha prime. Puis YA plus T fois bêta, plus K fois bêta prime. Et là, c'est ZA plus T fois gamma, plus K fois gamma prime, avec, ici, en précisant que T et K sont des paramètres réels. Et c'est ce qu'on appelle une représentation paramétrique du plan et qui dépendra bien sûr du choix du point et du choix des deux vecteurs directeurs. À quoi ça va servir? Comme pour la droite, ça servira à déterminer des points du plan en remplaçant T et K par ce qu'on veut. Remplacer T par la valeur que vous voulez, K par la valeur que vous voulez, ça nous donnera X, Y, Z qui vont être les coordonnées d'un point appartenant au plan. Aussi, à extraire des vecteurs directeurs, donc extraire des vecteurs directeurs, on peut bien, à partir d'une représentation paramétrique du plan, par exemple le T moins K, Y égale à 1 plus T plus 2K, Z égale à 3 moins T moins K. Donc on remarque bien que la différence entre ces deux représentations, c'est que là on a un seul paramètre et là on a deux paramètres. C'est à cause du fait qu'ici on a un seul vecteur directeur et là on a deux vecteurs directeurs. Donc ici, si on veut des points de ce plan-là, il suffit de remplacer T et K par ce qu'on veut. Si on veut des vecteurs directeurs, un premier vecteur aura pour coordonnées les coefficients de T, 1, 1, moins 1 par exemple. Le deuxième vecteur aura les coefficients du deuxième paramètre, c'est moins 1, 2, moins 1. Et comme ça, on a nos éléments. Ça peut servir aussi à vérifier, si un point est sur le plan, qu'il appartient au plan. En faisant quoi? La même chose que tout à l'heure. Par exemple, si on nous donne un certain point, je vais dire le point E de coordonnées 1, 0, 1, et qu'on nous demande de vérifier s'il appartient au plan. Alors, on va supposer qu'il appartient au plan, donc ça va être équivalent à, en remplaçant x, y, z par les coordonnées de E, on aura donc t moins k égale à 1, on aura t plus 2k plus 1 égale à 0, on aura 3 moins t moins k égale à 1. Et là, donc, la suite ici, donc x égale, je vais réécrire donc le système, va donner t moins k égale à 1, là c'est t plus 2k va être égal à moins 1, et là c'est
moins T moins K va être égal à moins 2. Alors, on peut résoudre par exemple ce petit système-là, ce sous-système, puisque deux équations vont suffire pour avoir les deux inconnus. Première équation, deuxième équation, on peut faire une différence entre les deux équations. Par exemple, l'équation 2 moins l'équation 1, ça nous donnera T moins T qui va s'éliminer. Ça nous donnera 2K moins K, ça va donner 3K. Moins 1, c'est moins 2. Donc, ça va donner un K qui est égal à moins 2 tiers. Puis, en remplaçant dans la première équation, on aura T, en faisant passer le K de l'autre côté, c'est 1 plus K. Et en remplaçant, c'est 1 moins 2 tiers. En réduisant au même dénominateur, c'est 1 tiers. Voilà la valeur de K, voilà la valeur de T. Reste la troisième équation, il va servir à la vérification. Donc, je remplace T, donc c'est moins 1 tiers. Donc, je mettrai la troisième équation. La troisième équation va donner la chose suivante. Moins 1 tiers plus 2 tiers, moins K est moins 2 tiers. Ça doit être égal à moins 2. Donc, ça va donner quoi? C'est 1 tiers égal à moins 2, ce qui est bien sûr impossible, ce qui est faux. Voilà, on a supposé que A appartient au plan, on a exprimé cela grâce à la représentation paramétrique, on est arrivé à un résultat qui est faux, alors on va déduire que le point E n'appartient pas au plan. Donc, la représentation ou bien une représentation paramétrique du plan peut bien servir aussi à vérifier si un point est sur le plan ou non. Puis finalement, la représentation, bien une représentation cartésienne du plan dans l'espace, et bien là on va avoir besoin du vecteur, ou bien d'un vecteur normal. On ne va pas utiliser les deux vecteurs directeurs, on va utiliser un vecteur normal au plan, c'est-à-dire un vecteur n orthogonal au plan. Et je vais ajouter par exemple que ce vecteur n aura pour coordonnées, je vais appeler ces coordonnées ABC. Donc, pour arriver à cette représentation cartésienne, on va le faire en utilisant ce vecteur normal n dont on doit avoir les coordonnées A, B et C. Ça va se faire comment? Bien, alors, un certain point, le même point M par exemple, un certain point M de l'espace nx, y, z va appartenir au plan, voyez-vous, c'est équivalent à, alors qu'est-ce qu'on va dire de ce vecteur AM et ce vecteur N? Eh bien, ils vont être orthogonaux. Le vecteur AM va être orthogonal au vecteur N. Puisque, bien sûr, lorsqu'une droite, on le sait, une droite qui peut en quelque sorte caractériser une direction, lorsqu'une droite est orthogonale à un plan, eh bien, elle est orthogonale à toutes les droites présentes sur le plan. Donc, ce vecteur n, clairement, va être orthogonal à n. Et comment exprimer cette orthogonalité? C'est comme on le sait d'après la capsule 1, c'est grâce au produit scalaire, qui va être égal à 0. Et en exprimant ce produit scalaire, on arrive à une relation algébrique qu'on va appeler une équation cartésienne du plan. Voilà, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, un certain point M de coordonnées x, y, z va appartenir au plan si et seulement si AM scalaire n égale à 0, ce qui traduit cette orthogonalité. Alors, ce qui va être équivalent à, on sait bien calculer un produit scalaire, donc abscisse fois abscisse, l'abscisse de AM c'est x moins xa, qu'on va multiplier par l'abscisse de n c'est a, donc fois a, plus ordonnée fois ordonnée c'est b, l'ordonnée du vecteur AM fois l'ordonnée du vecteur n, plus finalement z moins za fois c égale à 0. Alors, en développant, ça peut être ramené, donc ça peut
être ramené à une équation du type. Alors, comment je vais l'écrire là? Une équation du type, je vais dire grand AX plus grand BY plus grand CZ plus grand D égale à 0, où A, B, C et D sont des points, enfin des réels connus, des coefficients connus. Donc, en développant, en réglant le calcul, cette équation va être ramenée à une équation de ce type-là. AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Et c'est ce qu'on va appeler une équation cartésienne du plan. Ça va servir à quoi? Bon, ça servira à beaucoup de choses. Ça servira à déterminer des points de P, vérifier l'appartenance, à P d'un certain point, on va le voir, et ça servira à autre chose que je vais exprimer ici. Donc, une équation cartésienne du plan, comme on l'a dit, elle s'écrit sous la forme A fois X plus B fois Y plus C fois Z plus D égale à 0. Alors, on peut déterminer des points du plan en faisant quoi? On remplace X, Y par ce qu'on veut et on calcule Z. On peut vérifier l'appartenance d'un certain point grâce à l'équation cartésienne, mais aussi on peut faire une autre chose, donc je vais parler. Prenons un exemple. Si par exemple mon plan a une équation cartésienne du genre 2x moins y moins z plus 3 égale à 0. Comment arriver à cette équation? Si en faisant ce chemin-là, en ayant d'abord le vecteur normal et en exprimant ce produit scalaire et en réglant le calcul, nécessairement on arrivera à une équation comme celle-là. Alors, si par exemple je cherche à déterminer des points de ce plan, j'ai le droit de remplacer ou bien x ou bien y ou bien z, deux d'entre eux, et calculer le troisième. Par exemple, je vais écrire prenons pour x égale à 0, prenons y égale à 0 et calculons z. Donc, ça va impliquer que moins z plus 3 égale à 0, et bien z égale à 3. Et comme ça, mon point de coordonnées 0, 0, 3 appartient bien au plan. Je peux tout aussi remplacer y et z, x et z, ce que je veux, par les valeurs que je veux. Je remplace deux variables et je calcule la troisième. Ça, c'est pour avoir quoi? C'est pour avoir les coordonnées d'un certain point du plan. Première chose. Puis, une autre chose, vérifier si un point appartient au plan. Par exemple, le point E de coordonnées 0, moins 1, 1, appartient-il au plan? Et bien, comme tout à l'heure, je vais supposer qu'il appartient au plan. Donc, il doit vérifier son équation. Je remplace x par 0, je remplace y par moins 1, je remplace z par 1, plus 3, ça doit être égal à 0. Donc, vous voyez bien, on trouve 3 égale à 0, ce qui est faux. On déduit que E n'appartient pas au plan. Et puis, finalement, ça va servir à une chose très importante, c'est d'extraire un vecteur normal. Donc, à partir de l'équation cartésienne du plan, on peut bien montrer que le vecteur n de coordonnées grand A, grand B, grand C est normal à ce plan. C'est très important. À partir d'une équation cartésienne du plan, on peut bien extraire les coordonnées d'un vecteur normal au plan. Par exemple, ce plan-là aura pour vecteur normal le vecteur n de coordonnées 2, moins 1, moins 1. Eh bien, c'est ce qu'on doit savoir
à peu près à propos des représentations analytiques d'un plan et de la droite dans l'espace. Alors, surtout, ce qui est pratique, c'est que dans l'espace, on manipule les plans et les droites. Les droites en utilisant des représentations paramétriques, les plans en utilisant des équations cartésiennes. C'est beaucoup plus pratique dans l'espace. Alors, il est rare qu'on manipule des systèmes d'équations cartésiennes ou bien des représentations paramétriques du plan, mais quand même, c'est à savoir. Merci.